Alors, je suis particulièrement ravi d'être parmi vous ce soir. Merci aux organisateurs de m'avoir invité. Alors moi, je suis sans doute un petit peu le vilain petit canard de la soirée, parce que je ne fais pas du tout partie de votre monde à la base, puisque je suis juriste. Voilà. Mais vous allez me dire pourquoi est-ce que vous venez ici pour parler de ce que vous faites du muséum. Bon, déjà, c'est parce que je voulais parler un peu du muséum. Et puis ensuite, je voulais vous parler de ce métier. Donc, bon, là, c'est marqué chef de projet en relations internationales. En fait, l'intitulé exact, c'est chargé de mission internationale, qui est accessible en fait à partir de n'importe quelle formation initiale. Voilà. Donc, je vais vous parler un petit peu de ce niveau. On va dire, il y a des choses qui se passent aussi au niveau international, en plus de ce qu'on a entendu, du coup, au niveau départemental, au niveau régional, au niveau national. Alors, je vais commencer par me présenter rapidement. Donc, j'ai 28 ans. Ça fait 4 ans que je suis en poste. Enfin, je suis jeune pro. Mais je n'ai pas encore tout à fait fini mes études parce qu'en parallèle, il est indiqué que je suis chercheur. En fait, je suis encore doctorant. Je fais une thèse aussi en droit international à côté. Mais ça tombe bien parce qu'en fait le sujet de ma thèse est sur ce que je fais dans le cadre professionnel, du coup, dans le cadre de mon poste de chargé de mission internationale. J'ai fait une licence de droit, c'est assez classique, puis ensuite un master spécialisé en droit international. Donc, voilà, ce qui m'a tout de suite intéressé, c'était plutôt les relations internationales. Et je me suis d'abord spécialisé, c'est assez rigolo, je me suis d'abord spécialisé en fait dans le droit des minorités et les droits de l'homme en fait. Ce qui m'a permis d'arriver ensuite sur un sujet de thèse en droit de la biodiversité. Donc, je suis passé finalement du droit de la diversité culturelle au droit de la diversité, on va dire la diversité biologique. Et en fait, c'est pas sans lien, en fait, notamment dans la manière dont est construit le droit de l'environnement, qui est construit en fait de manière assez similaire à d'autres types de droits, comme par exemple peut l'être certains corps de règles qui concernent les minorités. Et puis donc, j'ai démarré ma thèse du coup en droit international de l'environnement sur une analyse de la Convention sur la diversité biologique. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette convention. C'est une convention internationale de l'ONU qui a émergé au sommet de la Terre à Rio en 1992 et qui est entrée en vigueur l'année d'après, en 1993, et qui est signée par 196 États. Donc c'est une des conventions internationales les plus signées au monde. Et souvent, on entend parler de la Convention sur le climat, Convention internationale de lutte contre le réchauffement climatique. On entend rarement parler en fait, de la Convention sur la diversité biologique, et pourtant, elle a émergé exactement en même temps. En fait, donc à ce sommet de la Terre à Rio, il y a 3 conventions cadres qui ont émergé. La Convention donc réchauffement climatique, la Convention sur la diversité biologique et la Convention sur la lutte contre la désertification. Alors celle-là, elle est carrément tombée aux oubliettes, mais elle existe aussi. Il y a beaucoup de choses qui sont faites dans son cadre. Voilà, et cette année en particulier, c'est intéressant, la Convention sur la diversité biologique, puisque on renouvelle ce qu'on appelle le cadre stratégique mondial pour la biodiversité. Peut-être que vous avez entendu parler des objectifs d'Aichi, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Ce sont des objectifs du coup qui ont été décidés par les États membres du coup, de la Convention sur la diversité biologique en 2011, à l'issue en fait d'une COP qui a eu lieu à Nagoya, au Japon. Et ces objectifs en fait avaient une échéance de 10 ans, donc ils s'arrêtent cette année, en 2020. Donc là, il y a tout un processus d'évaluation de ces objectifs. Sans surprise, ils n'ont pas été atteints. Hein. Il y avait notamment des objectifs en termes de conservation des espèces, en termes de protection de certains espaces, des objectifs de sensibilisation de l'environnement, des objectifs de renforcement de compétences, plusieurs objectifs assez variés. Donc ça n'a pas fonctionné en fait. En tout cas, on n'a pas atteint ces objectifs. Et donc, cette année en 2020, il faut qu'on renouvelle en fait, ce cadre stratégique mondial.
Et donc il y a la réunion qui s'appelle la COP 15, qui aura lieu normalement en Chine, à Kunming. Alors je dis normalement parce que là on ne sait pas trop, avec le coronavirus on est un petit peu embêté. Et donc moi, mon boulot, ça va être d'aller chercher ces connaissances, ces compétences auprès de mes collègues, chercheurs par exemple, experts ou techniciens, et puis ensuite après de les transcrire en recommandations politiques et juridiques, puisque après ça a vocation à s'inscrire dans des textes qui sont votés du coup par les États. Et puis, sur le plan multilatéral, il y a aussi des programmes multilatéraux, c'est-à-dire qui concernent plusieurs États. On fait par exemple ce qu'on appelle du renforcement de capacité. Donc, c'est des compétences qu'on possède en France et que d'autres États aimeraient acquérir. Et voilà, donc nous, on assure le relais, on va dire, de certains programmes, notamment dans le champ de la biodiversité, puisque c'est là-dessus qu'on est compétent au muséum. Voilà, un exemple de programme, pour illustrer, moi je m'occupe d'un programme qui s'appelle le Clearinghouse Mechanism, qui est en fait un programme de la Convention sur la diversité biologique. C'est un centre d'information sur la biodiversité et sur la mise en œuvre en fait, de la Convention sur la diversité biologique. C'est une plateforme internet sur laquelle vous pouvez vous connecter à l'adresse biodiff.mnhn.fr qui référence en fait toutes les actions mises en œuvre dans le champ de la biodiversité sur le plan national. Et cette plateforme a vocation à être un centre de ressources, un centre de données pour les acteurs internationaux qui auraient envie, par exemple, de créer la même chose dans leur territoire. Voilà. Donc, par exemple, on parle de l'ARB, on relaie effectivement sur cette plateforme. Voilà. Donc, en résumé, un chargé de mission internationale est chargé en fait, de valoriser les compétences institutionnelles au niveau international, en organisant leur transmission et leur reproductibilité dans les contextes culturels assez différents, par la mise en place de partenariats, par exemple, internationaux, en les enrichissant dans le cadre d'échanges de compétences, donc ça va dans un sens comme dans l'autre. On peut aussi bénéficier, nous, de compétences en fait, extérieures, d'autres institutions, d'autres pays, et en les transposant finalement en éléments de langage politique, juridique, par exemple, dans des conventions multilatérales de l'environnement. Voilà, alors pour revenir effectivement à mon propos initial en disant en fait je suis quelqu'un de différent, mais le métier que j'exerce en fait vous est aussi accessible. À la direction des relations internationales du muséum, on a quelqu'un qui a été formé en pharmacie, on a quelqu'un qui a été formé en botanique, on a quelqu'un qui a été formé en sciences politiques, voilà, en droit, en économie, enfin voilà. C'est pour vous dire qu'en fait, c'est des métiers en fait pluridisciplinaires. Ce qu'il faut maîtriser, bien évidemment, c'est avant tout les langues étrangères, puisque relations internationales, ça veut dire langue étrangère. Et puis ensuite, après, être passionné, avoir envie de rencontrer les gens. Et puis, c'est un poste intéressant parce qu'il est transversal. Et donc, moi, par exemple, à mon échelle, je peux rencontrer en fait plein de métiers différents. Voilà, je vous ai dit naturaliste, taxidermiste, des jardiniers du muséum, des soigneurs aussi. Et donc, ma mission à moi, ça va être justement de les valoriser le plus possible à l'international. Voilà. Merci beaucoup. Actuellement, le coronavirus. C'est un peu compliqué. C'est forcément un des métiers les plus touchés. Non, la principale difficulté, c'est justement de cultiver ce lien en fait, avec la pluralité d'acteurs que je suis censé représenter ou en tout cas valoriser. C'est effectivement d'aller chercher les informations clés qui me permettront ensuite, après, moi et mes collègues, de faire des recommandations pertinentes au niveau, par exemple, des grandes conventions internationales. Disons que
les compétences à avoir en plus, la compétence de gestion de projet par exemple, c'est effectivement être un peu curieux et s'intéresser aux relations internationales, avoir quelques petites notions quand même en diplomatie. Bon, voilà, je dirais que c'est un petit peu ça les compétences principales. Après, on apprend vraiment aussi sur le terrain, quoi. Donc, ensuite, ça dépend des sujets sur lesquels on est amené à travailler. Forcément, par exemple, un collègue qui est originellement botaniste travaille beaucoup sur les coopérations en fait, botaniques. Voilà. Et puis en fait, c'est une grande plus-value. Par exemple, à quelqu'un comme moi, qui suis juriste, on va dire plus formé sur les aspects voilà, relations internationales, négociation de texte, elle, sa plus-value, elle peut aussi faire de la négociation de texte, mais au moins elle comprend très très bien en fait, le sujet pour lequel elle négocie. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'être issu de formations comme les vôtres, à partir du moment où voilà, le domaine des relations internationales vous intéresse, effectivement, vous vous documentez à côté, vous faites une petite formation en plus, par exemple en gestion de projet, puis vous pouvez accéder à ce genre de poste. Moi, je me posais la question, est-ce que ce poste il existe dans d'autres institutions dans l'environnement ou lié à la biodiversité en France ou à l'international? Oui, c'est un poste en fait qui se trouve un petit peu partout, à partir du moment où l'institution en question a une dimension internationale. Donc il faut des gens qui soient... En général, il y a effectivement un service des relations internationales. Par exemple, dans votre université, il y a un service des relations internationales. Donc c'est chose courante, on va dire. Et est-ce que, tenant du monde du droit, vous auriez des conseils pour des gens dans les domaines de l'environnement, de la biodiversité? On n'est pas forcément très habitués à ces notions-là, des plateformes qui pourraient nous aider, nous, à revenir vers le droit en environnement, parce que je sais que le droit est partout pour une éthique. Plateforme qui peut vous aider, par exemple, la plateforme que je citais tout à l'heure, ça vous permet d'avoir une vision d'ensemble aussi de ce qui existe en termes de politique publique, par exemple, sur le territoire national, dans le champ de l'environnement. Mais après, la plateforme fétiche des juristes, c'est, en tout cas pour ce qui concerne le droit national, c'est Légifrance. Voilà. Vous connaissez peut-être déjà. Et après, il y a des manuels aussi, hein, un peu généralistes, si vous vous intéressez vraiment à l'aspect réglementation, par exemple la biodiversité, je sais pas, de la gestion des déchets, ça existe. Puis je pense que c'est pas non plus trop difficile d'accès. Ensuite, après, vraiment pratiquer le droit, ça prend quand même des années. C'est des réflexes, on va dire, intellectuels qui vont pas de soi, en tout cas. Merci, on pourra poursuivre. Merci beaucoup.